Leur mission, observer l'ennemi sans relâche, sur toutes les longueurs d'onde imaginables et dans les moindres détails. Nous avons pu couvrir toute l'Union soviétique de façon systématique et répétée, pour mettre en évidence ce que les Russes construisaient, ce qu'ils déplaçaient. Grâce à ces satellites, et aussi aux renseignements radio, nous avons acquis une connaissance très précise des méthodes de l'armée soviétique, de ses capacités. On savait où elle était déployée et quelle était sa véritable force stratégique. Mais ces satellites coûtent très cher, et c'est autant d'argent qui échappe à des programmes civils de recherche scientifique. Chacun de ces satellites valait plusieurs centaines de millions de dollars. Nous avions une vingtaine d'hexagones, je ne sais plus combien de Corona, mais il y en avait beaucoup. Pour un investissement de près de 50 milliards de dollars sur 50 ans. Peut-être même plus. Ces satellites américains s'intéressent en particulier aux sous-marins de la flotte soviétique du Nord, basés à Severodvinsk, près du cercle polaire arctique. Des centaines de sous-marins nucléaires y sont stationnés en permanence. Dans les années 60 et 70, la région arctique, l'océan Arctique surtout, était un terrain d'activité militaire et je dirais même de confrontation potentielle. Évidemment, l'accès aux données d'observation était soit restreint, soit carrément interdit. L'Arctique devient vite une zone stratégique, indispensable à la recherche et la collecte de données. Russes et Américains s'y lancent dans une partie de cache-cache aux enjeux considérables. Les forces sous-marines étaient de part et d'autre quasiment invulnérables. Et sur le plan stratégique, étant donné que les sous-marins étaient équipés de missiles balistiques et d'armes nucléaires, ils étaient au cœur de la force militaire soviétique et au cœur de notre système de dissuasion. Tout ce qui les entourait était top secret. C'était des renseignements ultra sensibles. Les Russes faisaient leur possible pour avoir le maximum de renseignements sur nous. Et nous faisions exactement la même chose, tout en essayant d'entraver au maximum leur collecte de données sur nos propres forces sous-marines. Mais l'argent finit par manquer. À la fin de la guerre froide, les sous-marins soviétiques sont abandonnés là. Cette période de course aux armements a laissé de véritables désastres environnementaux dans son sillage. Il y avait eu Tchernobyl, ou même des catastrophes plus anciennes, comme les radiations dans l'Oural, ou les conséquences des essais atomiques de Semipalatinsk. De manière générale, on n'avait pas cessé de produire des armes nucléaires et de faire des essais sur tout le territoire russe. La priorité était de stopper la guerre froide sous toutes ses formes. Mais après la chute de l'Empire soviétique, certains dispositifs militaires russes et américains ont continué de fonctionner. Les satellites espions n'ont pas cessé de tourner autour de la Terre, ni de collecter des images et des données sur une planète qui est déjà en cours de mutation climatique. En 1990, alors que la guerre froide est terminée, une lettre arrive au siège de la CIA. Elle émane d'un jeune sénateur plein d'avenir, Al Gore. Sa requête ? Que la CIA fasse en sorte que ses systèmes d'information et ses données accumulées
puisse servir à la recherche sur l'environnement. C'était très précis. Il voulait que nous nous penchions sur les indices de végétation, sur des paramètres géophysiques, océanographiques. Ce n'était pas vraiment notre spécialité. Linda Zahl est cadre dirigeante à la direction Sciences et Technologies de la CIA. Elle est chargée de traiter cette requête très inhabituelle. Personnellement, je m'intéressais aux sciences de la Terre. Je travaillais depuis longtemps à la CIA sur d'autres sujets, mais celui-là me tenait à cœur. On détenait des données ultra confidentielles. On avait acquis cette incroyable expertise au fil du temps, depuis le début des années 60. Alors ma première réaction a été de dire « pas question, on ne peut pas faire ça ». Mais l'impulsion est clairement venue d'Al Gore. Il m'a fait venir et il m'a dit « j'ai une idée ». Al Gore est alors dans l'opposition, face à George Bush père. Il charge Léon Firth de faire aboutir sa demande. Son idée, c'était qu'il y avait beaucoup de données disponibles qui pourraient répondre aux questions que se posait le monde scientifique si on y avait accès. Et là, il m'a chargé de trouver comment y accéder. Le sénateur Gore avait siégé dans des commissions où il s'était familiarisé avec nos moyens de surveillance et de reconnaissance. Il s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de faire un double usage, ce sont ses propres termes, des capacités propres à la communauté du renseignement. Peut-être que cela pourrait servir la communauté scientifique. Events this summer, including the drought and even Hurricane Gilbert, among other developments, dramatically illustrated to the entire country the severe consequences that global warming due to excess CO2 emissions can cause in the future. Dans l'un de ses premiers discours, Al Gore avait dit que l'humanité était tout à fait capable de s'anéantir. Soit par une guerre nucléaire, ce serait rapide, soit par le changement climatique et ce serait plus long. Mais d'une façon ou d'une autre, elle risquait d'y arriver. Quelques mois plus tard, les portes de la CIA s'entr'ouvrent. Thank you all very much. 26 weeks ago today, the President announced his intention to nominate me for Director of Central Intelligence. In the interval, the entire Soviet empire has collapsed. Lorsque Robert Gates devient le directeur de la CIA en novembre 1991, toutes les conditions sont réunies pour que le projet insolite d'Al Gore puisse enfin se concrétiser. L'une de mes premières responsabilités a été de réorienter cette énorme machine qu'est la CIA, qui était jusqu'alors focalisée sur l'Union soviétique et la guerre froide, vers tout un éventail de nouveaux défis. J'avais une idée assez précise des ressources à notre disposition, de la façon dont elles avaient été mises en œuvre contre la cible soviétique. Je savais que nous disposions d'archives colossales, entre autres des clichés de certains endroits de l'Arctique que nous photographions depuis des dizaines d'années. En 1992, Robert Gates accepte de rencontrer Al Gore pour évoquer l'utilisation civile des satellites espions ainsi que des données de la CIA et d'autres agences de renseignement américaines. Je me souviens parfaitement de cette réunion. Je le revois encore m'expliquant qu'il demandait ça depuis une dizaine d'années. Je lui ai répondu, eh bien, je pense qu'on touche au but. Mais j'ai été clair avec lui sur un point. Je voulais bien étudier la question, mais il ne fallait pas que ça nous coûte de l'argent. Les changements demandés par Gates provoquent une confusion certaine, surtout au sein du NRO, agence jumelle de la CIA, en charge des satellites espions. C'était le choc. Toute la communauté du renseignement était tétanisée. Les gens disaient « on n'a rien à y gagner ». Et puis ça risque d'aller à l'encontre des intérêts de la nation.
Tout le monde était sceptique. N'oubliez pas que nous travaillions pour le président Bush, qui était républicain. Et voilà que Bill Clinton et Al Gore se présentent contre lui. Et moi, je dirige ce projet, le groupe de travail Gates Gore. Plusieurs personnes m'ont dit « Ne te fatigue pas trop sur ce projet ». Ce n'était pas facile, mais je suis têtue. Au départ, on m'a dit que je pouvais m'entourer de 3 chercheurs. En fin de compte, j'en ai eu 70. Nous avons décidé que ce serait le sénateur Al Gore qui lancerait les invitations, pas nous. Nous nous sommes dit que les scientifiques seraient peut-être gênés de recevoir un courrier de la CIA. Normally, it takes a year to get these clearances. We've gotten you the clearances in a month. Let me introduce the team. That's a very good. Let's do that. All right. It's a very big team. Linda Szal monte alors une équipe de scientifiques de premier ordre dans différents domaines. Océanographie, physique atmosphérique, écologie et bien d'autres disciplines capables d'analyser ces données secrètes. Leur mission ? Travailler main dans la main avec les agences de renseignement, explorer leurs archives en quête de données sur les changements climatiques et plus généralement sur l'évolution de notre planète. C'est un peu le choc des cultures. Il y avait toutes sortes de gens, des spécialistes de sujets dont j'ignorais jusqu'à l'existence même. On avait tous les cheveux en bataille et on était habillés n'importe comment. On n'était pas très raccord avec les gens qui nous accueillaient et qui n'avaient pas l'habitude de révéler leurs secrets à des hurluberlus comme nous. Au début, c'était un peu surréaliste. Personne ne se rendait vraiment compte de ce qui se jouait. Il y avait beaucoup d'énergie qui circulait. On avait ce sentiment que la science avait beaucoup à y gagner. C'était très stimulant pour la plupart d'entre nous. Savoir qu'on avait enfin des moyens et qu'on pouvait peser sur certains choix, c'était très important. On n'était pas obligé d'accepter, mais quand on voyait avec qui et sur quoi on allait travailler, forcément, on ne pouvait pas refuser. We're concerned that these are data sets that you're not familiar with. We think it's important that you get your hands on the real data and see some applications where government scientists, contractors who've supported the government have worked with these data sets already. Ce n'était pas facile de mettre en place cette relation pour qu'on soit suffisamment à l'aise et en confiance de part et d'autre. Les chercheurs eux-mêmes étaient inquiets. Pour eux, c'était un peu un pacte avec le diable. Ils se demandaient vraiment, est-ce qu'on va pouvoir se servir de ces informations ou est-ce qu'on va se retrouver contraint au niveau de leur utilisation? Nous étions dans un environnement sécurisé, un auditorium isolé. J'imagine que les murs bloquaient les ondes radio et les réunions étaient interminables. Alors j'ai dit, vous y croyez, vous, au roman d'espionnage ? C'était sans doute la plus mauvaise blague à faire. Il y avait des gens sérieux dans la salle. I did mention that we're going to shoot you all when this is all over. La première fois qu'ils ont vu nos images satellites, ils sont restés bouche bée. Ils étaient stupéfaits. C'était une nouvelle façon de regarder la Terre. Et quand on l'observe sous un autre angle, forcément, on comprend de nouvelles choses. Si à l'origine, nous étions sous-informés, du jour où on a reçu ces habilitations, on a été surinformés. Il y avait trop de données pour que nos cerveaux arrivent à les assimiler. Nous avions beaucoup d'images anciennes qui révélaient des changements concernant les forêts, les déserts, le littoral, les montagnes. C'était une véritable machine à remonter le temps. On voyait que leur cerveau travaillait à toute vitesse. Ils semblaient se dire « Génial, si j'ai accès à ce genre de données,
alors je vais pouvoir faire avancer la recherche dans mon domaine. J'ai tout de suite vu qu'on allait pouvoir se servir de ces infos pour rendre compte des changements dans la végétation sur plusieurs décennies. Les déserts m'ont toujours beaucoup intéressé. Je travaille sur le sujet depuis des années. Je me suis d'ailleurs recentré sur l'écologie désertique. On a été capable d'identifier des régions photographiées à différentes périodes. On s'est dit que ce serait l'occasion d'avoir accès, depuis l'espace, à des systèmes susceptibles de nous renseigner sur l'économie énergétique de la Terre. Combien d'énergie recevons-nous du Soleil par rapport à ce que nous dépensons, par exemple? Si on pouvait mettre la main là-dessus, mettre en évidence le déséquilibre énergétique de la Terre, ce serait fabuleux. C'est comme ça qu'on a commencé à s'interroger sur les changements géométriques, qu'il s'agisse de la limite forestière, de la lisière de la glace ou de la limite de la neige. En fait, le changement climatique était très lié à la géométrie. Les satellites espions détectent les moindres variations à la surface de la Terre, ce qui permet aux scientifiques de suivre en détail les traces des changements climatiques. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Je crois que l'animateur ne comprenait pas bien comment on travaillait. On lui posait des questions de plus en plus concrètes. Et on a fini par demander, mais où ces données sont-elles archivées? Au départ, ces images étaient stockées sur pellicule, puis sur bande magnétique, ce qui change la question de l'archivage. Et il a bien dû reconnaître qu'elles n'étaient pas archivées. Il y a eu un grand silence. Nous autres scientifiques, nous étions sidérés, parce qu'on ne jette jamais aucune donnée. Dans la communauté du renseignement, c'est très différent. Les données tendent à perdre de la valeur avec le temps. En fait, les supports sont régulièrement recyclés. Dans les sciences de la Terre, c'est l'inverse. Leur valeur augmente avec le temps. Quand on réunit des glaciologues, des écologistes, des géologues, des océanographes et des météorologues, cela crée une synergie qui vous fait voir les problèmes sous un autre angle. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon classique. Je crois que le génie d'Al Gore, de Linda Szal et de la communauté du renseignement a été de se dire « on a réuni les meilleurs et on va leur demander comment faire pour que ça marche ». D'un côté, les scientifiques tentent de saisir tout le potentiel de ces données. De l'autre, l'adjoint de Linda Szal, Norm Kahn, a pour rôle de déterminer leur utilité pour la CIA. Je me rappelle très bien avoir eu une conversation avec l'un de ces spécialistes de l'Arctique. Je ne sais plus lequel. Mais il nous a fait remarquer que nos modélisations de l'Arctique ne rendaient pas compte de ce qui se passait réellement là-bas. En fait, les choses changeaient beaucoup plus vite que ne le prédisaient nos modèles. Et on ne savait pas pourquoi. Norbert est venu me voir et m'a dit « C'est très inquiétant. Les glaces marines de l'Arctique vont fondre. Et une fois que ça aura commencé, ça va aller très vite. Je voudrais que tu ailles trouver les responsables pour leur demander qu'on commence à recueillir des images de l'océan Arctique. Il faut pouvoir surveiller dans le temps ce qui arrive à cette glace de mer. » Norbert Untersteiner était spécialiste de l'Arctique. Il connaissait bien les processus complexes par lesquels cette région régit le climat terrestre. Norbert a évoqué le fait qu'environ 95% des eaux des océans étaient influencées par les 5% restants que forme l'océan Arctique. La glace, c'est un cristal, c'est aussi du liquide. Elle se casse et se déplace de différentes manières qui ne sont pas prévisibles. Plus on pourra effectuer de mesures précises, plus on saura comment la glace se déplace, et mieux on comprendra son incidence sur le climat. Les Américains commencent à comprendre comment l'Arctique influe sur le climat. Mais ce sont les Russes qui possèdent l'expérience la plus complète sur ce sujet, avec des données couvrant un siècle d'exploration.
Dans l'Arctique, ils sont vraiment chez eux. Nous n'avons pas cessé d'étudier l'océan Arctique. Chaque printemps, nous organisions des expéditions de haut vol et nous faisions des observations sur des zones de 200 km sur 200. Tous les 200 km, nous nous posions sur la glace, nous faisions des sondages, des observations météorologiques, nous prenions des mesures océanographiques, pour enfin tout compiler systématiquement dans une immense base de données. Voilà pourquoi notre connaissance n'est pas seulement intuitive, elle repose aussi sur quantité de données. La Russie, à juste titre, est fière de son héritage. Depuis les années 1920, elle a financé à grands frais des centaines d'expéditions dans les profondeurs de l'Arctique, au prix de nombreuses vies humaines. J'ai participé à des patrouilles d'observation au-dessus de la glace. On faisait ça depuis des avions à 200-300 mètres d'altitude, selon un itinéraire précis. C'était des observations visuelles. À cette époque, dans les années 60 et 70, il n'y avait pas encore de surveillance spatiale. Et nous déterminions l'emplacement des blocs de glace, leur composition, s'il s'agissait de glace nouvellement formée ou d'anciennes couches très épaisses. Les connaissances russes sur l'Arctique seraient précieuses pour mieux comprendre le rôle de cette région polaire sur le changement climatique. Mais il faudrait avant tout que le paysage géopolitique change. For Bill Clinton, the party that shook Madison Square Garden followed a brutal primary campaign which heightened the thrill of accepting the Democratic nomination. Lorsque Bill Clinton et Al Gore remportent la présidentielle de 1992, l'équipe constituée par la CIA a enfin un défenseur dans la place. Le vice-président Al Gore a déjà son équipe de chercheurs sous la main. Nous sommes allés à la Maison-Blanche et nous avons informé le vice-président de l'avancée du projet. Nous étions vraiment enchantés de voir tout ce que cela représentait pour lui. Au départ, on ne nous avait accordé que 45 minutes, car son emploi du temps était chargé. Mais on est resté 1h30. Son assistant n'arrêtait pas de venir lui dire que son autre rendez-vous l'attendait. Dès que le président Clinton et le vice-président Al Gore se sont intéressés à ces questions, il n'y a plus eu de résistance. Les agences de renseignement travaillent pour la Maison-Blanche. C'est lors de cette réunion que le vice-président a dit « Je ne veux pas que ce groupe disparaisse. Je veux qu'il dure, qu'il soit pérenne. » Cette équipe portera le nom d'une figure de la mythologie grecque, Médée. Next, Vice President Al Gore announces the declassification of previously secret missions that are being performed in pursuit of our national security anyway can provide added value to this effort to understand the Earth's climate system and the other natural forces. La déclassification des images satellites les plus anciennes aura demandé 2 ans d'âpres négociations. En règle générale, la vocation des agences de renseignement est de garder jalousement leurs secrets. L'équipe MEDEA, elle, est là pour les rendre accessibles le plus largement possible à la communauté scientifique. Voici une boîte d'origine. Il s'agit de la mission du 18 octobre 1964. Et l'ordre exécutif que le président Clinton a signé en février 1995, qui ordonnait la déclassification officielle du contenu de cette boîte et de 800 000 autres. Comme vous le voyez, c'est de la pellicule.
Elle a été lâchée en parachute depuis le satellite et un avion est venu la récupérer. Vous voyez? Top secret. The satellite recovery vehicle was ejected on the 17th pass. This time, the capsule deployed right in the ballpark. Aircraft from the 6593rd Test Squadron raced to the proper coordinates. The first two attempts missed. But on the third try, the capsule was air-snatched by Pelican 9, adding still another first to Corona's history, aerial recovery. Dès qu'on a pu consulter les données Corona sur des régions qu'on connaissait bien, puisque c'était là-dessus que portaient nos recherches du moment, on a vu que la largeur du courant glaciaire avait changé. Jusque-là, ce n'était qu'une hypothèse théorique, mais la largeur avait bel et bien changé. On en avait la preuve concrète. Ce n'était pas rien de faire de telles déclarations devant la communauté environnementale. Il était évident, et ça l'est plus encore aujourd'hui, que c'était là l'un des plus gros enjeux scientifiques et sociétaux de notre époque. Où en est le climat? Comment va-t-il évoluer? Et que pouvons-nous faire? Une bonne partie de la solution viendra de Russie, où les lignes commencent à bouger. Dans les milieux de l'intelligentsia, de la science, des techniques, des sciences humaines, nous pensions qu'au bout de 5 ou 10 ans, la Russie emboîterait le pas à tous les autres pays qui œuvraient à un avenir meilleur pour la Terre, pour l'avenir de la biosphère. Curieusement, dans le monde du renseignement russe d'ordinaire hermétique, certains partagent cet avis. Parmi eux, Valéry Bondour. Les systèmes que nous développions étaient scientifiquement très pointus. Ils nécessitaient beaucoup d'informations sur notre planète, sur l'océan, l'environnement géologique, les terres arides, l'espace circumterrestre. Il a donc été très facile pour nous de passer aux nouveaux dispositifs, les dispositifs différentiels, comme nous les appelions, qui ont permis d'exploiter des techniques militaires pour résoudre des questions fondamentalement pacifiques. La Russie était dans une situation économique difficile, très difficile. Nous n'exportions presque rien à part du pétrole, du gaz et certains métaux. Les prix du pétrole étaient au plus bas et les caisses de l'État étaient vides. Mais malgré tout, le gouvernement a soutenu les efforts en faveur de l'environnement. En avril 1993, 3 mois après leur installation à la Maison-Blanche, Clinton et Gore rencontrent leurs homologues du Kremlin. Nous pensions que, puisque le système soviétique venait d'imploser sous nos yeux, nous avions une chance d'infléchir le cours des relations américano-russes. Et que si nous ne profitions pas de cette conjoncture, en tant que membres de l'administration alors en place, nous le regretterions tôt ou tard, car une occasion comme celle-là ne se représenterait pas de sitôt. Le vice-président américain et le premier ministre russe, Viktor Tchernomyrdin, se fixent des objectifs ambitieux pour aider la Russie à surmonter les grands bouleversements qu'elle traverse. J'ai souvent vu Gore et Tchernomyrdin sympathiser, de manière formelle et informelle. Je ne veux pas dire qu'ils ne respectaient pas le protocole, mais malgré cela, on voyait bien qu'ils avaient des relations amicales. Dans des séances plus informelles, je dirais même que leur rapport était fraternel. Le vice-président Gore a abordé le premier ministre Tchernomyrdin. Vous avez pris beaucoup de photos des Grands Lacs. Et nous en avons beaucoup de la mer d'Aral. Pourquoi ne pourrions-nous pas, si cela ne met pas nos sécurités nationales respectives en danger, mettre en commun ces données du passé?
Et il a ajouté, de même que les observations de l'océan Arctique. With this group, I don't even need to say this. Members and friends of Medea, the founder of this whole enterprise and this very useful path that we're all on together, the Vice President of the United States. J'ai reçu un appel de mon supérieur. Il venait de recevoir des instructions du directeur adjoint de la CIA, Bill Studman, pour qu'on collabore avec nos homologues russes du GRU sous la houlette d'Al Gore. Il s'agissait d'envisager comment unir nos forces dans le domaine du changement climatique, de l'aide humanitaire et de missions civiles en général. J'étais sous le choc. C'était du jamais vu. Nous proposions de réunir des responsables des renseignements russes et américains. Ces responsables, donc, des militaires, des chercheurs des deux pays, ainsi que des représentants officiels des agences civiles de protection de l'environnement, d'observation océanique et atmosphérique et leur ministère de l'Environnement. Tous ensemble. I look forward to working with you as you apply your talents to better understand the environment. I thank you from the bottom of my heart because the very nature of this work that you've agreed to undertake means that you don't get a hell of a lot of credit for it. In fact, there are not very many people who even know about it, but there is often, as you've learned in your life, I'm sure as I have, an inverse relationship between the amount of credit that you get and the amount of good that you do. Je me rappelle notre première rencontre avec le vice-président. Il a dit « J'ai établi avec Viktor Tchernomyrdin une relation très importante. Je voudrais que chacun d'entre vous, dans cette pièce, prenne cela très à cœur. Je veux que vous collaboriez avec vos pairs, que vous alliez rencontrer leur famille même. C'est seulement comme ça que pourra advenir la normalisation qui va nous aider dans ce monde de l'après-guerre froide. Allons de l'avant. Le passé est le passé. » À cette époque, j'étais conseiller du président de la Fédération de Russie pour l'écologie et la santé. C'était une opportunité incroyable. Et comme vous le savez, nous étions vraiment euphoriques à l'idée que maintenant, les Américains allaient passer du statut d'ennemi à celui de partenaire, voire même amis. On allait déplacer des montagnes. La principale source d'information du renseignement spatial était celle du GRU, le renseignement militaire. Le général Polichouk était à la tête du département du renseignement spatial du ministère de la Défense et il s'est révélé très sociable. On a vite compris ce qu'on attendait de nous. Nous sommes rapidement parvenus à un accord sur la façon de coopérer. Et on est resté en contact permanent. On a rencontré le général Polichouk lors d'une réunion très formelle. Dans une salle immense, avec traduction simultanée, nous étions de part et d'autre d'une grande table, suivant un protocole très étudié. Mais je peux vous dire qu'au fil du temps, à Moscou, et lors des réunions ultérieures aux États-Unis, et lorsque nous sommes revenus à Moscou par la suite, c'était beaucoup plus détendu. On a fait plus ample connaissance, on se parlait plus librement, on travaillait ensemble, on discutait des problèmes. Les premières rencontres ont été très formelles, mais avec le temps, c'est devenu plus concret, ce qui n'exclut pas la rigueur. On a passé des soirées soviético-américaines à écouter du jazz et boire du vin, aux frais de la princesse, bien sûr, où nous bavardions avec nos amis russes, et j'emploie ces mots avec prudence. En ce temps-là, ce qui pouvait arriver de pire, c'est qu'ils prennent peur, ou qu'ils soient agacés, et qu'ils adoptent des positions farfelues. Alors on tâchait de les mettre à l'aise. La fin de la guerre froide, ça va bien se passer, les gars. Votre société va s'en sortir. Détendez-vous. Prenez une bière.
Quand deux agents des renseignements se rencontrent, ils sont souvent frères ou sœurs d'armes, parce qu'ils ont chacun passé leur carrière à essayer d'empêcher que les choses tournent mal. Ils jouent un peu au chat et à la souris, parce que dans ce métier, si l'un a l'avantage pendant un temps, la situation finit toujours par se retourner. Je n'oublierai jamais ce premier rendez-vous. Ils étaient 5 ou 6, que des hommes. Je les revois encore marcher devant moi au ralenti. Nous allions clairement leur demander de faire quelque chose qui allait à l'encontre de leur façon de faire et de la nôtre. À un moment donné, un général russe m'a dit « Pouvons-nous avoir une copie de votre rapport ?» Et j'ai répondu « Je suis désolé, général, il est classé secret défense. » Et il a dit « Ne vous inquiétez pas, nous nous le procurerons. » Je dirais que nous avons simplement appris à travailler ensemble. Des gens aux mentalités très différentes avaient en fait tellement en commun qu'on ne faisait plus la différence. Ce facteur de communication était très important. Et je crois qu'il s'est passé quelque chose de vraiment remarquable. Les négociations secrètes finissent par porter leurs fruits. En 1995, espions, chercheurs et hommes politiques des deux bords se réunissent près de Washington pour signer l'accord formel qui marque le début de la coopération. Good morning, everyone, and thank you for participating in this joint U.S.-Russian environmental seminar. I'm Jim Baker. I'm the administrator of the National Oceanic and Atmospheric Administration, and I'd like to thank the organizers, particularly Linda Zoll and Ned Ostenso, for their hard work in getting us to this point. J'y vois un précédent très positif et extrêmement important. Il y aurait beaucoup à dire sur les résultats concrets qui ont été atteints dans différents domaines grâce à cette coopération. Mais pour moi, le précédent lui-même est plus important encore. Les problèmes les plus subtils et les plus complexes, y compris ceux qui touchaient à la sécurité nationale, ont été abordés ici librement par de grands spécialistes et des hauts fonctionnaires. C'est le général Polishuk, pour qui j'avais beaucoup de respect, qui a brisé la glace à cette réunion. La première diapositive qu'il a montrée lors de sa présentation était la photo d'un satellite espion russe montrant des installations top secrètes que nous étions en train de construire. Quand il a montré la photo de ce site en construction, on peut dire que ça a brisé la glace. Tout le monde a bien ri. Nous avons eu le privilège de recevoir les académiciens russes Savin et Valéry Bondour, son directeur adjoint à l'Institut Cometa. Nous avons rencontré quantité de confrères américains. La délégation russe était très nombreuse, je dirais une centaine de personnes, presque toutes liées à la défense ou engagées dans l'écologie. Nous avons donc commencé à travailler ensemble. Nous avons bien vu que c'était des gens comme nous, que nous étions sur la même longueur d'onde. Il me semblait que nous avions beaucoup de points communs et que la mentalité des Russes et des Américains était très proche. Nous étions tous face à des problèmes mondiaux, habitant de grands pays, de grands espaces, avec des technologies de pointe. Et c'était très agréable de rencontrer des homologues dont nous partagions les points de vue. Pas des ennemis, mais des gens normaux.
I have tremendous faith in your ingenuity and tremendous confidence in your vision. I wish you a productive and successful series of meetings this week. Thank you very much for what you are doing. À présent, la priorité est d'analyser la vaste base de données russes sur l'Arctique, ainsi que les archives de l'US Navy. Tous les travaux sur les données devaient se dérouler à l'Institut arctique de Saint-Pétersbourg. C'est pourquoi nos collègues américains sont venus ici. Ils ont travaillé librement sur ces données, mais l'accord était qu'ils les laisseraient sur place. Comme l'Union soviétique avait fait le choix de répéter ses observations hydrographiques, nous avions accès à la situation antérieure et nous pouvions constater le changement. Nous étions impressionnés par la quantité de données qu'ils avaient recueillies sur 40 à 50 ans dans tout l'océan Arctique. Ce sont quelques 900 000 pages de notes qui ont été sauvées. Beaucoup étaient des notes manuscrites vieilles de 50 ans. Nous avons été en capacité d'élaborer des moyennes en nous basant sur les relevés effectués tous les 10 ans. Nous avons ainsi pu avoir une meilleure compréhension des changements décennaux de l'océan Arctique. Nos données se prêtaient mieux à l'étude de l'évolution du climat et celle des Américains à la situation en cours. Bien sûr, la technologie informatique américaine était bien meilleure que la nôtre, 10 fois meilleure. Quand nous avons voulu créer une base de données, les scientifiques américains sont devenus pour nous des partenaires naturels. Sans eux, nous n'aurions pas pu créer une telle base. Pour la Russie, on peut dire que c'était à la fois l'occasion de combiner des méthodes d'analyse des données et des méthodes d'interpolation et d'extrapolation des données et de créer un nouveau produit scientifique. Le destin de l'Arctique est profondément lié à celui des grandes forêts du Nord, les forêts boréales, 2 fois plus vastes que celles d'Amazonie. Elles absorbent une très grande quantité de dioxyde de carbone, principal facteur du réchauffement climatique. Mais elles sont aussi en proie à des incendies dévastateurs, qui non seulement réduisent leurs effets positifs, mais contribuent au réchauffement de l'atmosphère. Les forêts et le sol russe recèlent de plus vastes réserves de carbone qu'aucun autre pays. La Russie a les plus grandes forêts du monde. Et c'est là que l'on doit s'attendre aux plus spectaculaires changements climatiques. Plus on saura déterminer l'ampleur et la température de ces feux, plus on saura combien de carbone ils libèrent. Les images des satellites espions permettent aux chercheurs russes et américains de constater la multiplication des feux de forêt. Des satellites détecteurs de missiles peuvent aussi servir à repérer des incendies ou des éclairs susceptibles de déclencher des incendies. Et une intervention rapide peut empêcher qu'un petit feu ne dégénère. L'idée a beaucoup intéressé la communauté civile. À cette époque, il y avait très peu de bons satellites civils. Maintenant, ce n'est plus un problème, il y en a beaucoup. Mais on ne savait pas comment utiliser les satellites à notre disposition pour résoudre nos difficultés d'observation. C'était problématique. Pour assurer une observation continue d'un même point, il fallait des appareils géostationnaires situés en orbite. Après 3 années d'étroite collaboration, en 1998, la confiance est établie.
Je me souviens m'être dit, c'est fou, nous avons les mêmes spécialités, et les mêmes métiers, et les mêmes intérêts. Il n'y avait plus de Russes, plus d'Américains, plus de CIA, plus de GRU. À ce moment-là, nous avancions ensemble. Je n'oublierai jamais ça. Ce qui m'a plu dans cette collaboration, c'est que les relations sont devenues authentiques. Quand des ennemis se découvrent un ennemi commun, ils trouvent toujours le moyen de coopérer. Ici, c'était peut-être le réchauffement climatique. Le rapprochement des ennemis historiques a permis à un homme déjà familier des menaces internationales de se pencher sur les risques climatiques. En 1944, c'est Walter Munk, alors jeune océanographe, qui, après l'étude des marées, avait convaincu Eisenhower de retarder le débarquement de Normandie. À présent, il lui incombe, avec ses confrères du programme MEDEA, d'interpréter les données issues de la collaboration russo-américaine. L'Arctique change plus vite que n'importe quelle région. Et il est clair qu'actuellement, c'est le Groenland qui contribue le plus à l'élévation globale du niveau de la mer. La glace flottante disparaît à une vitesse inattendue. Cette glace bouge tout le temps. Le vent la pousse, les océans la promènent. À certains endroits, elle s'accumule, elle se concentre. À d'autres, elle se disloque. Quand elle se disjoint, elle laisse apparaître l'eau qui est sombre. Dans les régions polaires, la glace, qui est brillante, renvoie beaucoup d'énergie. Sous la glace, il y a l'océan qui est sombre. Plus l'océan sombre est apparent, plus il y a d'énergie absorbée. Et ça a des conséquences importantes sur le système climatique. Quand les températures sont plus élevées, la glace a tendance à se craqueler et à se disperser en petits morceaux. Et là, les satellites de renseignement ont pu nous montrer de petits ruisseaux qui se formaient, qui grossissaient ou rapetissaient. On pouvait voir par exemple la quantité d'eau qui s'écoulait. La disparition des glaces flottantes représente une menace imminente pour les glaciers du Groenland. La glace flottante sert à étayer, en quelque sorte, l'extrémité du glacier émissaire. Et elle limite un peu sa désagrégation. Donc si la glace de mer disparaît, il est à craindre que ces glaciers s'enfoncent plus facilement dans l'océan, se fragmentent en icebergs et fondent, ce qui fera monter le niveau de la mer. On estime que si tous les glaciers du Groenland fondaient, le niveau global de la mer monterait de 9 mètres. Plus inquiétant encore, les changements à l'œuvre dans l'Arctique au pôle Nord s'étendent aussi à l'Antarctique au pôle Sud. D'après certaines données paléoclimatiques, au cours de la dernière période interglaciaire, le niveau de la mer aurait beaucoup monté en très peu de temps. Cette montée n'a pu se produire qu'à la suite de la fonte soudaine d'une des principales couches de glace dans l'Antarctique. Personne ne prétend que c'est ce qui va se produire. Mais de fait, un tel phénomène dans l'Antarctique aurait des conséquences terriblement désastreuses à l'échelle de la planète. Je crois que nous ne connaissons pas bien les échéances. Les gens parlent de 2 mètres d'ici la fin du siècle. Mais les mauvaises surprises ne me semblent pas totalement exclues. La hausse globale du niveau de la mer, liée au glacier du Groenland, est de l'ordre de 9 mètres.
Et celle qui est associée à l'Antarctique est de l'ordre de 100 mètres. Pour mieux évaluer à quel rythme la fonte des glaces fait monter le niveau des mers, MEDEA pointe des satellites espions vers divers lieux stratégiques à travers le monde. Ici, le littoral au sud de San Diego. Voilà un bon exemple de ce qu'on peut observer ailleurs dans le monde, grâce à certaines données satellites qui montrent comment l'océan empiète peu à peu sur les terres. Si la mer avance de 3 à 4 mètres sur cette plage durant le siècle, de simples tempêtes vont aggraver l'érosion de cette zone. Les gens qui vivent ici devront alors partir. Si vous observez cela sur un laps de temps assez long, vous verrez que bien des installations humaines vont devoir s'adapter. Parce que la mer va se rapprocher et qu'elles seront submergées. D'ici 50 ans, cette plage aura probablement disparu. Regardez-la bien. On peut se demander pourquoi la montée du niveau de la mer peut varier selon les endroits. La réponse est étonnante. Le sol sur lequel nous vivons accuse les mêmes mouvements verticaux que le niveau de la mer du fait de mouvements tectoniques. Par exemple, le niveau de la Scandinavie monte parce qu'il y a 20 000 ans, elle s'est trouvée allégée à cause de la fonte des glaces. Aujourd'hui encore, elle continue à monter, à un rythme qui, en de nombreux endroits, dépasse celui de la hausse globale du niveau de la mer. Le changement est donc observé par rapport à un point fixe à terre, et c'est lui qui baisse, en fait. Quelle que soit l'ampleur de la menace, l'initiative reste aux mains des politiques. Whether you voted for me or not, I will do my best to serve your interests, and I will work to earn your respect. Or, une fois que George W. Bush est au pouvoir, les républicains s'opposent à tous les programmes initiés par Al Gore. De fait, le programme MEDEA est enterré. Quant au nouveau président russe, Vladimir Poutine, il n'est pas plus favorable à une collaboration rapprochée entre Russes et Américains. Ce que nous avons fait à l'époque était si noble. Nous étions très enthousiastes. Cela a duré un certain temps, comme vous l'avez vu. Puis nous avons fait marche arrière. C'est un cycle. Et nous sommes repartis dans le mauvais sens. Ce programme a vraiment été une rencontre miraculeuse. Je ne pense pas que cela se reproduise avant longtemps. Il y avait la Maison-Blanche, il y avait la communauté scientifique, le personnel de toutes ces agences, et tout le monde y croyait. Mais c'est très fragile. Si l'un de ces éléments disparaît, toute la dynamique s'arrête. Malheureusement, aux États-Unis, la question du changement climatique s'est politisée. D'une certaine manière, le clivage politique a poussé les gens vers les extrêmes, des deux côtés. On peut se demander, étant donné que la politique est un monde impitoyable, si les prises de décision vont pouvoir être fondées sur des faits objectifs
et sur une méthodologie plus scientifique. En clair, est-ce qu'on est prêt à abandonner ce qui n'a pas marché et à aller de l'avant? C'est très difficile en politique. Mais si on ne s'en donne pas les moyens, on va persister dans des politiques non seulement erronées, mais qui risquent fort de nous mener à la catastrophe. Cela aura forcément un impact sur la sécurité nationale. Prenez simplement un été arctique sans glace d'ici 10 ou 20 ans, il est clair que cela aura des conséquences géopolitiques. L'Arctique va perdre sa couverture de glace vers 2020-2030. Cela va toucher, entre autres, les transports, l'observation baleinière, les pêcheries ou encore l'exploitation minière en haute mer. Vous savez que les Russes et les autres pays polaires font tous valoir leurs prétentions à différentes parties de l'Arctique, en vertu de la Convention de l'ONU sur le droit de la mer. Ce sera une affaire de taille, et sans doute la première manifestation du changement climatique qui impactera sensiblement le monde socio-économique. Des pays construiront des bateaux qui traverseront l'Arctique. Ce sera moins cher que de passer par le canal de Panama ou n'importe quel autre que les Chinois pourraient construire. Si la couche de glace de l'Arctique doit s'amenuiser comme en ce moment, quel sera l'effet sur la sécurité de la région? Quelques pays jouent là-bas un rôle prépondérant. Les États-Unis, avec l'Alaska, le Canada, le Danemark, la Norvège et la Russie sont, je crois, les principaux protagonistes. À mon avis, les intérêts et les besoins économiques et militaires vont supplanter ceux des scientifiques. Doit-on s'inquiéter parce que certains s'interrogent sur les moyens de contrôler le climat et de le modifier? Si c'est le cas, nous devons savoir ce qu'ils font. Les changements climatiques sont tout particulièrement dangereux pour nous. Avec la fonte des glaces de l'Arctique, nous courons le risque que le permafrost, qui couvre la moitié du territoire russe, se mette à fondre également. Et s'ils font, ce ne sera pas la joie, comme on dit. Nous devrons reconstruire toutes nos infrastructures, chemins de fer, habitations, villes, etc. Il ne faut pas traiter ça à la légère. Il faut réfléchir à ce que vous allez faire des gens quand le niveau de la mer montera et qu'ils devront partir. Il faudra bien qu'ils aillent quelque part. Ils auront besoin de manger, de boire, de dormir. Si on n'y est pas préparé, ce sera le chaos. Mieux vaut y penser à l'avance pour trouver une solution humaine et réaliste. 8 années plus tard, pendant lesquelles les effets du changement climatique n'ont pas cessé de se manifester, le vent de la politique redevient favorable à Médéa, avec un nouveau président américain sensible aux questions d'environnement. Mais cette fois, ce sera sans les Russes. The next generation must lower its sights. Today, I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. Cela faisait 8 ans que le programme Médéa était en sommeil. On le croyait même mort et enterré. Mais nous avons eu la surprise d'être convoqués à une réunion après 8 années de pause. Nous y sommes allés, et là, il s'était produit quelque chose d'extraordinaire. Certaines des données que nous avions demandées avaient continué d'être enregistrées parce que quelqu'un avait oublié d'éteindre. Alors, la solution est peut-être de confier la chose à un organisme gouvernemental et de veiller à ce que personne n'éteigne. Parmi les données recueillies, celles concernant les pôles sont les plus précieuses pour les scientifiques. C'était une révélation incroyable. Des centaines de photographies avaient été soigneusement sauvegardées pour les générations futures. Ralph Cicerone, le dernier patron de Médéa, nous a dit
C'est maintenant ou jamais. Ne jetez aucune information. On n'aura pas de deuxième chance pour comprendre. Au cours des 9 dernières années, les couches de glace sont sorties de leur sommeil. À la création de Médéa, on ne se doutait pas de ce qui allait arriver, ni que l'Antarctique allait se désagréger aussi vite que cela semble être le cas. Avec Linda Zahl, Médéa mène donc une expérience inédite. Il s'agit de larguer dans l'océan Arctique des bouées émettrices hautement résistantes pouvant être localisées par les satellites en orbite. Nous avons pu pister la même grosse couche de glace pendant toute la saison de fonte estivale. On voyait la glace tourbillonner et se déplacer sur des kilomètres et des kilomètres. Ces images satellites nous ont permis d'assister au processus et de mesurer physiquement la taille des bassins de fonte, leur réflectivité et combien ils assombrissaient la surface. Preuve à l'appui, les scientifiques du programme Médéa avaient prévu l'augmentation des événements climatiques extrêmes. De fait, entre 2009 et 2012, une série de phénomènes météorologiques de grande ampleur a frappé le monde. La Russie a connu sa pire vague de chaleur depuis 1000 ans, faisant 55 000 victimes indirectes. À l'échelle mondiale, la canicule a fait plus de 17 millions de morts indirectes. La Syrie a connu une sécheresse sans précédent depuis 40 ans, tandis que 20 millions de Pakistanais et 12 millions de Thaïlandais se retrouvaient sans logis à la suite de graves inondations. Les craintes formulées par les scientifiques se sont confirmées plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. Une atmosphère plus chaude est plus chargée d'énergie, les vents aussi. Une atmosphère plus chaude contient également davantage de vapeur d'eau. Chaque tempête est donc très chargée en eau, et ça, nous le constatons aujourd'hui dans le nord-est des États-Unis et dans le monde entier. Par conséquent, les tempêtes causent plus de dégâts et d'inondations. Toute la distribution des températures bascule vers plus de chaleur. Les canicules sont plus meurtrières et la chaleur impacte davantage les récoltes dans le monde entier. Il est très clair qu'il y a une augmentation des tremblements de terre de forte magnitude, des méga-tsunamis, des méga-cyclones tropicaux, tornades et tempêtes. Ces problèmes sont nombreux et il est nécessaire d'apprendre à les comprendre. Le changement climatique n'y est pas pour rien. Et bien sûr, il faut prendre en compte l'action de l'homme. Nous savons que nous produisons plus de CO2 que n'en peuvent absorber les systèmes naturels. Nous savons que c'est un gaz à effet de serre qui réchauffe le climat. La chaleur, c'est de l'énergie qui commande la météo, et c'est ça que les gens ressentent. Ils ne perçoivent pas le climat, ils perçoivent le temps qu'il fait. C'est ça qui a un coût, en vie humaine, en terre submergée. Et nous en ferons de plus en plus l'expérience. La voilà, la tragique réalité vers laquelle nous courons. Au Bangladesh, ça pourrait être seulement 50 millions de personnes, mais ça pourrait être aussi 100 ou 150 millions qui seraient touchés par la montée du niveau de la mer, ce qui ferait quand même beaucoup de monde. Ces gens-là devraient se déplacer. La question alors serait de savoir si le Bangladesh en tant que nation aurait la capacité de gérer ça au niveau interne, ou si le seul moyen serait l'émigration vers d'autres pays autour du Bangladesh. Auquel cas, ça deviendrait un problème transnational.
S'il fallait prédire les problèmes majeurs au niveau mondial, je parlerais du défi terrifiant que devra relever l'Afrique, qui va connaître une importante croissance démographique dans un climat qui, au mieux, sera très incertain. Comment vont-ils s'en sortir? À mesure que les risques se précisent à l'échelle planétaire, les membres de MEDEA se penchent sur les conséquences pour la sécurité internationale. 2 spécialistes sont recrutés pour assister l'équipe. Rita Colwell, microbiologiste de renommée mondiale, et Mark Levy, politologue spécialisé dans la faillite des États. Aujourd'hui, la Syrie occupe tous les esprits. Il est clair que les sécheresses sans précédent qui ont frappé ce pays juste avant la guerre civile ont joué un rôle majeur dans l'effondrement de sa stabilité politique. Elles sont à l'origine des chocs et des tensions actuelles, ainsi que de nombreuses crises qui frappent le monde. À l'époque où des avertissements ont été lancés en direction de l'opinion publique et des politiques, on n'a pas dit que les graves sécheresses dans des pays comme la Syrie risquaient de faire basculer toute la région dans l'instabilité. Il faut s'attendre à une grave crise humanitaire. Le problème de base étant que les conditions de vie, qui risquent fort de se dégrader, favoriseront l'éclosion et la dispersion de maladies. Certains prédisent des épidémies importantes, touchant des millions de gens, comme l'épidémie de grippe espagnole de 1918, à cause des mégapoles surpeuplées, des conditions insalubres, des coupures d'électricité, de la pollution de l'eau. Tout sera alors en place pour des épidémies de grande envergure. En cas de tempêtes répétées et dévastatrices qui détruisent les systèmes de traitement des eaux et les égouts, les jeux sont faits. Nous avons battu beaucoup de tristes records ces 5 dernières années, non seulement climatiques, mais aussi politiques et humanitaires. Le fait d'avoir dépassé les chiffres de l'après-Seconde Guerre mondiale quant au nombre de réfugiés dans le monde, c'est très préoccupant. Une fois ce seuil franchi, il est difficile de ne pas se demander « Mais où va-t-on? Est-ce qu'on va avoir 2 fois plus de réfugiés? Quelle sera la situation politique en Europe occidentale dans un monde pareil ?» Il va falloir anticiper une autre réalité liée au changement climatique. Et cette réalité, c'est que quoi qu'on fasse, la situation va se gâter. Les populations vont être fortement touchées, notamment dans les régions les plus pauvres du monde ou dans les couches les plus pauvres de nos propres sociétés. Inutile de mettre en place des plans d'amélioration une fois que le mal est fait. Ce qu'il faut, c'est prévoir. Et c'est maintenant. Je crois que c'est le propre des démocraties de n'agir qu'une fois que le mal est fait. On a toujours des difficultés à sacrifier certains intérêts au nom de la prévoyance. Toutes sortes de préoccupations nouvelles vont assaillir la communauté internationale, et il va falloir anticiper. Pas question d'attendre que le problème soit là pour agir. Il faut anticiper et prendre des mesures pour limiter les conflits. Allons-nous agir avec sagesse et mettre en place des mesures pour atténuer ce que les plus pauvres et les plus faibles doivent endurer, en trouvant des solutions aux problèmes que nous avons créés nous-mêmes en tant qu'espèce technologique? C'est très difficile pour un pays d'abandonner généreusement certains de ses atouts pour le bien de l'humanité dans son ensemble.
Mais il faudra bien en passer par là. Les conférences et les accords sur le climat se succèdent. Kyoto en 1997, Copenhague en 2009, Lima en 2014 et Paris en décembre 2015, où les politiques du monde entier se réunissent. Ils se félicitent de leur décision commune de s'efforcer de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. La vraie difficulté, ce n'est pas de prévoir, encore que ce ne soit pas si facile. La vraie difficulté, c'est que cela nécessite une véritable collaboration internationale. Et je ne crois pas que, pour l'heure, on sache comment s'y prendre. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Les scientifiques, eux, sont moins optimistes. Malgré tous les efforts de la communauté mondiale, les conditions environnementales continuent de se détériorer à l'échelle de la planète. Jusqu'ici, notre seule victoire a été l'interdiction de produire et d'utiliser des substances qui détruisent la couche d'ozone. C'est le seul résultat tangible de nos efforts. Prenez les quelques degrés de réchauffement qui semblent inévitables, ajoutez-y 1 degré de plus dû au changement du couvert végétal. Avec la glace de mer de l'Arctique et peut-être de l'Antarctique, on atteint une hausse de température de 4 degrés au moins. Ajoutez à cela les rétroactions que déclencheront le processus et les incendies qui envoient du CO2 dans les airs. Voilà ce qui, théoriquement du moins, peut arriver d'ici quelques générations. C'est effrayant. MEDEA était une initiative importante parce qu'elle a soulevé, avec une quinzaine d'années d'avance, la question des changements importants qui allaient intervenir en touchant des centaines de millions de gens. Pour qu'on puisse y réfléchir et s'y préparer. Mais je pense que c'était une première alerte, c'est peut-être le terme, une première alerte afin que nous puissions nous préparer aux problèmes à venir. À la question de savoir s'il faut le refaire, je dirais oui. Pas seulement avec les Russes, mais avec les Chinois. Nous devrions créer des missions communes et réunir les ressources disponibles pour affronter les pénuries et toutes ces questions essentielles pour l'humanité, qu'il s'agisse du changement climatique mondial, de l'aide humanitaire ou de nos centres d'intérêt communs. Il ne faudrait jamais perdre cela de vue. Ça devrait être prioritaire. J'aime à croire qu'il existe à l'échelle mondiale des questions de sécurité liées à l'environnement et au climat qui intéressent tout le monde. Et pas seulement ce qu'on appelle la communauté scientifique, mais aussi les services de renseignement du monde entier. Toute ma vie, pendant toute ma carrière de spécialiste de l'environnement, j'ai toujours tenu à adopter une attitude morale vis-à-vis de la nature, de sa préservation face à ces changements. C'est très important. Et je pense que cette posture morale va se renforcer et devenir plus importante dans les 2-3 années à venir.
Je crois que MEDEA a été un projet très important et je soutiens ces initiatives à l'avenir. Nous devons éduquer nos dirigeants. Les chercheurs et la communauté scientifique le font constamment. On peut imaginer une nouvelle incarnation de MEDEA, dans laquelle toutes les données spécifiques et ultra-sensibles soient bien utilisées, de sorte qu'on puisse encore faire des mesures et des pronostics en matière de climat, de santé, de maladies infectieuses, de structures sociales et d'agriculture. De cette façon, l'avenir est encourageant. Dans le cas contraire, il l'est moins. La nature n'a pas besoin des hommes. C'est à nous de redéfinir notre relation avec elle, une relation durable, car la nature nous survivra. Elle était ici avant les hommes, elle sera là après si nous disparaissons. Mais nous devons créer une relation plus durable avec elle. Et je pense que l'approche scientifique nous y aidera. Il faut développer les connaissances, multiplier les observations, tous azimuts. Voilà pourquoi il est important que cela continue. Nous avons fait de notre mieux pour défricher le terrain. Nous avons créé de la connaissance et il en faut pour sauver le monde. Aujourd'hui, les conséquences du changement climatique nous apparaissent de plus en plus clairement. Est-il utopique de penser que l'humanité saura s'adapter? Pour garantir notre avenir, les politiques, les décideurs doivent s'inscrire dans une perspective internationale, placer l'intérêt général au-dessus des intérêts nationaux. Le changement climatique ne connaît pas de frontières. Nos enfants et nos petits-enfants subiront de plein fouet ses effets. Donnons-leur les moyens d'y faire face.